Avant de commencer, je vais vous proposer un petit voyage dans le temps, en mars 1989. Est-ce que parmi vous, certains reconnaissent ce personnage? Alors, son nom est écrit dessus, effectivement, mais est-ce que vous savez ce qu'il a fait et qui est ce monsieur? Oui, créateur d'Internet, effectivement. En mars 1989, Tim Berners-Lee rédige un papier qui va poser les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le web, donc le World Wide Web. Ce papier, il l'a écrit en étant au CERN, en étant chercheur au CERN, et il l'a envoyé à son boss. Et voici ce que son boss a dit. Vague, mais excitant. Voilà le premier retour qu'il a eu sur le papier qui décrivait pour la toute première fois ce qu'est le web. Mais évidemment, il n'a pas perdu espoir, il s'est remis au travail, et en 1990, il présente pour la première fois les fondamentaux du web que l'on connaît encore aujourd'hui. Ces ingrédients fondamentaux sont les suivants. HTML, qui est le langage qui sert à écrire, par exemple, des pages Internet sur le web. URL, qui est tout simplement le lien vers une ressource. Et enfin, HTTP, qui est le protocole qui explique comment on va accéder à cette ressource. Ça, ce sont les ingrédients fondamentaux du web qu'il a décrits en 1990 et qui constituent encore les ingrédients fondamentaux du web d'aujourd'hui. La première version du web, celle qui a été mise en place dans les années qui ont suivi, c'est ce qu'on appelle le web 1 ou 1.0. C'est un web qui est statique, c'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait faire, c'était chercher de l'information et lire de l'information. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est tout simplement de transposer sur le web les ressources qu'on pouvait avoir dans la vraie vie. Ce web-là, il n'y avait pas la possibilité d'avoir des pubs, on n'avait pas la possibilité de créer du contenu, les choses que l'on connaît aujourd'hui. C'était quelque chose de relativement passif. Mais ça a très bien marché. Ça a tellement bien marché qu'en 2001, vous avez eu un phénomène que vous connaissez tous, c'est l'explosion de la bulle Internet. À ce moment-là, beaucoup de personnes se sont dites « Bon bah, finalement, c'était qu'une bulle, même si ça avait l'air sympa, il n'y a pas vraiment d'avenir pour cette technologie, donc on va peut-être passer à autre chose. » Mais 20 ans plus tard, on a connu quand même pas mal de bulles dans le milieu des technologies. Et on sait aujourd'hui qu'une bulle, ce n'est pas forcément la fin annoncée d'une technologie. Au contraire, c'est plutôt une phase de construction, une phase d'évolution. Et justement, l'évolution a eu lieu avec l'apparition du Web 2 ou 2.0, qui est devenu le web qu'on appelle participatif. Ce web-là, c'est un web dans lequel tout un chacun peut contribuer, créer des choses. C'est le web des réseaux sociaux, c'est le web de plateformes de communication entre plusieurs entités, c'est le web aussi de l'économie circulaire, des Airbnb, des Uber. C'est ce web-là dans lequel tout le monde peut contribuer, tout le monde peut créer, tout le monde peut apporter de la valeur, et cette valeur est distribuée dans le réseau. Le problème de ce web-là, en tout cas c'est le problème que ceux qui ont créé le Web 3 ont identifié, c'est que la valeur est globalement concentrée dans les mains de certains géants des technologies. Ceux que je viens de citer, ceux qui produisent les réseaux sociaux, les Facebook, les Google, les Uber, etc. Tous ces grands acteurs vont concentrer la valeur qui est produite sur le Web 2. Et donc, c'est tout naturellement que beaucoup de personnes se sont posé la question, est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de créer un web différent, un web qu'on appellerait le Web 3 ou 3.0, dans lequel la valeur ne serait pas centralisée, mais plutôt distribuée dans un réseau pair à pair. C'est donc l'idée du Web 3, le web décentralisé. Ce web, finalement, il va vraiment contrer toute l'idée que l'on a aujourd'hui du Web 2 avec ses grands acteurs. Il est vraiment né sur cette idée fondamentale d'aller distribuer la valeur qui est créée sur Internet. Ce Web 3, il a plusieurs valeurs fondamentales. En tout cas, ce sont des valeurs que l'on cible. Elles ne sont peut-être pas en place aujourd'hui, mais en tout cas, c'est l'idéal que l'on souhaite bâtir dans le Web 3. Un idéal de transparence. Qui produit la valeur? Qui produit des données? Comment cette valeur et ces données sont échangées? Qui y a accès? C'est aussi un web de la décentralisation. Vous l'aurez bien compris, la décentralisation, c'est vraiment l'élément
fondamentale du Web 3, à l'inverse du Web 2 qui est extrêmement centralisé. Le Web 3 veut être un web complètement démocratique et distribué. Et enfin, évidemment, le Web 3, c'est un web du partage de la valeur. Et ça aussi, c'est un élément fondamental. Mais pour mettre tout ça en place, on a besoin d'outils concrets. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui toute une myriade de technologies que l'on associe au Web 3, que sont les technologies suivantes, et vous en avez certainement entendu parler: la blockchain, les NFT, l'intelligence artificielle, le métaverse, les cryptos, les données de santé, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Toutes ces technologies sont souvent reliées à ce qu'on appelle le Web 3. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans la pharma? Puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, la méta-pharma. Méta, étymologiquement, ça veut dire aller au-delà, aller plus loin. Donc, comment est-ce qu'avec le Web 3, on peut aller au-delà de ce que la pharma peut proposer aujourd'hui? Si on regarde un petit peu la chaîne de valeur de la pharma, là, j'ai identifié 4 moments clés, disons. La première phase, c'est la phase de recherche et développement, la phase de modélisation, la phase d'études in silico. C'est toute cette première phase. Ensuite, on passe à la phase d'études cliniques, que vous connaissez bien. Puis, alors on saute quelques étapes entre les deux, mais on arrive à la phase de distribution du médicament, avec les pharmacies virtuelles, mais aussi toute la chaîne de distribution avec les grossistes, les répartiteurs, etc. Et enfin, la promotion des médicaments ou des dispositifs médicaux avec la relation et l'engagement des professionnels de santé. Il y a aujourd'hui beaucoup de pistes de réflexion sur comment le métaverse, la blockchain, les NFT peuvent impacter cette chaîne de valeur. Alors vous le verrez dans les exemples que je vais vous donner, ces exemples ne sont pas forcément aboutis. Ce ne sont pas des choses qui sont mises en place à grande échelle, mais ce sont des débuts de pistes de réflexion qui permettent d'envisager autrement des choses que l'on fait aujourd'hui. Le premier exemple, c'est celui de la recherche biomédicale virtuelle et participative. Cet exemple, il est né pendant la crise sanitaire. Il y a une société qui s'appelle Nanom, dont j'ai extrait cette image, qui s'est dit que puisqu'on a un besoin de faire travailler des chercheurs ensemble, de les faire collaborer pour arriver rapidement à des découvertes, notamment pour un médicament ou des solutions pour la Covid, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir d'un univers virtuel? Alors on ne parle pas vraiment de métaverse à ce stade, c'était vraiment plus de la VR, pour mettre en relation tous ces chercheurs et leur permettre de travailler ensemble, là en l'occurrence sur des molécules, pour faire une sorte de docking virtuel entre des protéines et des molécules, pour voir si potentiellement on pourrait identifier un candidat médicament. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait travailler des chercheurs du monde entier sur une librairie de molécules, et à ce moment-là, ils ont pu manipuler, agrandir, visualiser des molécules en 3D. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà fait de la modélisation moléculaire. J'en ai fait au tout début de mes études. Je me rappelle que j'étais derrière un écran et puis on avait des logiciels de docking et puis on entrait une base de molécules avec certaines protéines et on voulait les faire se rencontrer. Et ça prenait des heures. Ce n'était pas forcément très simple à visualiser dans l'espace ou très simple à collaborer aussi avec d'autres personnes. Et donc ça, c'est certes pas révolutionnaire dans ce qui est fait, puisque c'est encore du docking et c'est encore du design de molécules, mais c'est dans l'expérience qui est proposée aux chercheurs, dans le fait de faciliter la collaboration, dans le fait aussi de pouvoir se regrouper dans un endroit virtuel, de pouvoir manipuler dans tous les sens, de rendre un petit peu ce docking palpable et beaucoup plus visuel, que ça peut être intéressant. En tout cas, ce projet-là a eu beaucoup de succès et ça a beaucoup plu aussi à tous ceux qui ont participé à ces sessions. Un autre exemple, c'est celui des études cliniques décentralisées. Alors, sur les études cliniques, il y a plusieurs façons d'approcher les technologies du Web 3. On peut par exemple parler déjà de la blockchain. La blockchain dans les études cliniques, on envisage ça comme une piste d'audit, quelqu'un m'a dit une fois, une piste d'audit sous stéroïdes. C'est tout simplement pour dire que c'est une piste d'audit infalsifiable qui permettrait de tracer toutes les étapes d'une étude clinique pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de données, de manipulation de données ou des choses comme ça. Ça, c'est un cas d'usage qui existe depuis des années, qui a eu plus ou moins de succès dans l'industrie pharmaceutique. Il y a encore beaucoup de questions qui sont soulevées régulièrement sur la pertinence d'utilisation de la blockchain dans ce type de cas d'usage. Après, on peut aussi imaginer que si on va un cran plus loin et qu'on s'intéresse plutôt au métaverse cette fois-ci,
est-ce que le métaverse pourrait être un outil intéressant pour les études cliniques? Si on prend les études cliniques dans leur totalité et de se dire est-ce qu'on va faire des études cliniques dans le métaverse, personnellement, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Par contre, il y a peut-être un point spécifique où ça peut avoir de la valeur, c'est dans le suivi des patients, notamment à leur domicile. Pourquoi? On a constaté, et vous le savez certainement, que quand on a déjà du mal à recruter des patients dans une étude clinique, et ensuite, parfois, on a des perdus de vue, des personnes qu'on n'arrive plus à tracer, qui ne viennent plus faire les visites de suivi. Si ces personnes, plutôt que de leur demander de se déplacer, ce qui a été contraignant pendant la crise sanitaire, ce qui peut demander des ressources en termes de transport, d'accessibilité, si ces personnes-là, on leur propose, au lieu de se déplacer dans un hôpital, entre guillemets, faire venir l'hôpital à la maison, c'est-à-dire leur permettre d'assister à un rendez-vous médical via alors, soit la télémédecine, soit des lunettes de réalité virtuelle dans un monde virtuel, ça peut potentiellement faciliter le suivi de ces patients et donc leur permettre d'être plus impliqués dans l'étude puisque ça va être plus simple pour eux d'avoir accès au rendez-vous médical. Ça, c'est une piste de réflexion de se dire est-ce qu'on pourrait remplacer les visites que l'on fait en présentiel aujourd'hui par des visites virtuelles. Ça soulève aussi une question qui arrive assez souvent, c'est mais dans ce cas-là, quelle est la différence entre la télémédecine et des visites virtuelles dans le métaverse? Globalement, il n'y a pas une différence fondamentale. On peut tout simplement estimer que le métaverse, c'est une interface qui est différente de celle que l'on a habituellement, à savoir son écran, et que ça permet aussi d'avoir une expérience qui est absolument différente de celle que l'on a quand on est tout simplement connecté derrière un écran à son médecin. On est dans un environnement qui est plus immersif, on peut se sentir aussi beaucoup plus proche de la personne qui est en face de soi, même si elle est représentée par un avatar. Et pour ceux qui ont déjà mis les pieds dans un métaverse, vous verrez à quel point le contact humain est beaucoup plus simple. On a plus de facilité à s'exprimer, à parler, à partager des informations. Et donc c'est un peu la barrière de l'écran qui n'existe plus quand on fait ces visites, quand on peut faire ces visites dans le métaverse. Et un dernier élément aussi dans les études cliniques décentralisées, mais ça c'est beaucoup plus prospectif, c'est de se dire que si on a la capacité de collecter des données grâce notamment aux objets connectés ou aux plateformes qui existent en ligne, on peut aussi, dans un avenir plus ou moins lointain, imaginer créer des patients virtuels dans un monde virtuel, dans le métaverse, sur lequel on pourrait tester des choses, comme si on avait des bras synthétiques aujourd'hui dans des études cliniques, mais là carrément des patients synthétiques sur lesquels on pourrait mener des études dans le métaverse. Et ça, c'est encore très prospectif. Un troisième élément, ce sont les pharmacies virtuelles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais CVS, qui est une chaîne de pharmacie américaine, a déposé un brevet pour créer des pharmacies dans le métaverse. Alors c'est encore très flou à l'heure actuelle ce qu'ils souhaitent faire dans le métaverse, mais en tout cas, cette première piste a été explorée. L'idée, c'est de se dire qu'on pourrait déjà transposer ce qu'on fait dans le monde réel au monde virtuel. Comment? Tout simplement en se disant que notre avatar pourrait se rendre dans une pharmacie virtuelle dans le métaverse. Il pourrait aussi donner son ordonnance sous forme de NFT, et je vais y venir, qui serait tracée par une blockchain, et je vais y revenir, et que ces médicaments soient déjà, que l'ordonnance soit vérifiée par un pharmacien virtuel sous forme d'avatar, et que finalement on se retrouve avec les médicaments chez soi, dans le monde réel cette fois-ci. Ça, c'est une première façon d'envisager les choses. Mais on a aussi une deuxième façon d'envisager les choses. C'est qu'aujourd'hui, on a des thérapies qui sont 100% numériques, qui ne nécessitent pas d'être livrées chez quelqu'un dans la vraie vie. Par exemple, les DTX. Et donc, on pourrait imaginer que ces environnements virtuels pourraient être aussi des environnements où on pourrait dispenser ces technologies, ces traitements numériques, ces DTX. Et donc, au lieu d'avoir à aller à la rencontre de son médecin, qu'on nous prescrive une DTX, qu'on rentre chez soi et qu'on prenne le traitement, entre guillemets, si je peux dire ça, on pourrait tout simplement le prendre dans un environnement virtuel, puisque ces technologies sont 100% numériques. Et enfin, le dernier élément, c'est l'engagement des professionnels de santé. C'est là où, encore une fois, c'est à la limite entre le très réel et le très prospectif, puisqu'on est un petit peu sur cette ligne de crête dans toute cette discussion. Il y a des choses qui se font déjà aujourd'hui, à savoir des rencontres, des congrès, des événements dans le métaverse pour les professionnels de santé.
C'est encore tout naissant, mais j'ai participé à des projets qui ont justement cette vocation de réinventer un petit peu la façon dont on transmet de l'information à des médecins, de leur faire vivre une expérience un peu unique, de disrupter un peu la façon dont on fait aujourd'hui des congrès, dont on présente des posters, dont on fait des rencontres avec des professionnels. Et donc, il y a des choses qui se développent aujourd'hui dans le métavers. Je vais vous donner, alors ce n'est pas des exemples de labos, hein, mais c'est des exemples d'autres entreprises qui ont organisé ce type d'événement dans le métavers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Voilà ce à quoi ça peut ressembler. C'est des environnements qui sont complètement personnalisables. C'est des environnements dans lesquels vous pouvez faire ce que vous voulez, présenter un sympo, présenter des posters, voilà les choses que vous faites traditionnellement. L'idée de ça, c'est toujours un peu cette notion d'expérience, de réinventer un petit peu l'expérience, de réinventer la proposition de valeur qui peut être faite à des professionnels de santé pour essayer de toujours les intéresser, de toujours leur pousser du contenu de manière différente. Mais il y a aussi une autre chose qui est beaucoup plus terre-à-terre, qui peut se développer aujourd'hui, c'est tout simplement la partie un peu plus administrative de la relation avec les professionnels de santé. C'est de se dire, pourquoi pas, plutôt que d'avoir les contrats qu'on a l'habitude d'avoir entre des labos et des professionnels de santé, pourquoi pas mettre en place ce qu'on appelle des smart contrats, donc c'est-à-dire automatiser la contractualisation entre les deux entités et éventuellement, un jour, pouvoir payer aussi les professionnels de santé en crypto. Pourquoi pas? Ce serait peut-être plus transparent et plus simple à faire, mais ça, c'est encore des contraintes réglementaires qu'on ne maîtrise pas pour l'instant. Et enfin, il y a un sujet qui est fondamental quand on parle du Web3, c'est celui des données de santé. Parce qu'évidemment, toutes ces technologies du Web3 fonctionnent sur la base des données qui peuvent être recueillies de la part des différentes entités. Et dans la santé, ce qui nous intéresse surtout, c'est les données que l'on recueille de la part du patient, la sécurité, l'intégrité de ces données. Une des visions qui existent aujourd'hui sur comment ces données de santé pourraient être traitées dans le Web3, c'est celle qui a été présentée dans Science au mois de février par une équipe de chercheurs et qui explique que dans cet environnement du Web3, on pourrait, pourquoi pas, avoir des données de santé sous forme de NFT. Alors, les NFT, est-ce que ça vous parle? Est-ce que certains parmi vous ont déjà investi dans des NFT? Alors, les NFT, vous les avez peut-être déjà vus sous cette forme-là, la forme qui est à gauche, c'est-à-dire des images, des dessins, des photos, qui ont une certaine valeur et qu'on peut acheter, qu'on peut vendre, sur lesquels on peut parier. Un NFT, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un certificat de propriété sur un asset numérique. Donc, comme vous le voyez ici, là, vous avez un certificat sur cette image. L'image, en fait, elle va être stockée dans une base de données, ce qu'il y a de plus classique. Et vous, votre NFT, donc votre image, ça va tout simplement indiquer que vous êtes le propriétaire de cette image qui, elle, est stockée quelque part ailleurs. Votre certificat, ce qui en fait la particularité, c'est qu'il va être stocké sur une blockchain. C'est-à-dire que ce droit que vous avez vous est inaliénable puisqu'il est stocké de manière immuable sur ce qu'on appelle la blockchain, donc ce grand registre sur lequel on enregistre des informations. Donc ça, c'est un peu l'idée des NFT de manière générale. Quand on parle de NFT dans la santé, ce qu'on se dit, c'est exactement la même chose. C'est de se dire qu'on pourrait avoir des droits de propriété. Alors tout ça, en dehors du contexte réglementaire et juridique français, c'est vraiment un exercice d'imagination. On pourrait avoir un certificat de propriété sur certaines de nos données, par exemple de l'imagerie, des ordonnances, pourquoi pas un dossier médical, des bilans biologiques, etc. Que ces données seraient stockées de manière traditionnelle, par exemple à l'hôpital ou dans des bases de données où elles sont stockées habituellement, et que ces certificats de propriété sur ces données seraient enregistrés dans une blockchain, ce qui fait qu'on saurait que ces données vous appartiennent, entre guillemets. Et donc c'est un peu cette idée-là qui est présentée par les chercheurs dans l'article de Science, c'est de se dire, est-ce qu'à l'avenir, quand on se promènera dans le métaverse, on aura un wallet, donc un autre portefeuille, avec tous nos documents de santé. Et peut-être qu'en se promenant dans le métaverse, on rencontrera, à tout hasard, un labo qui va voir que dans notre wallet, on a des données de santé, qui va cliquer sur nous, comme on clique sur la petite étoile dans les Sims, qui va voir les informations dont on dispose et qui va peut-être vouloir nous les acheter. Ça, c'est un petit peu l'idée si on pousse vraiment le très loin. Voilà un petit peu comment on perçoit. Et donc ça nous amène vers un nouveau paradigme, le paradigme un peu Web3 de la santé,
c'est de savoir qu'on sera dans des espaces virtuels, qu'est le métaverse, avec des patients acteurs de leur santé grâce au NFT, et dans un cadre de transparence qui est la blockchain. Et donc maintenant, c'est à moi de vous retourner la question. Le Web3 dans la pharma, est-ce que c'est vague ou est-ce que c'est plutôt excitant? Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Sur quels aspects? Oui, tout à fait. Alors, la blockchain, de manière très générale, c'est un registre, donc un peu comme une base de données, si vous voulez, dans laquelle on va entrer des informations pour les rendre immuables, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les altérer dans le temps. Donc, dès qu'il existe des informations qui sont à risque d'être falsifiées, d'être manipulées, et que vous voulez garantir l'intégrité de ces informations dans le temps, vous pouvez les enregistrer sur ce qu'on appelle une blockchain. Donc, par exemple, les informations sensibles dans la santé, ça peut être, je donnais l'exemple d'ordonnance, de consentement, tout ce genre d'informations qui peuvent être sensibles et qu'on peut vouloir à un moment modifier, altérer, ça, on peut les enregistrer dans ce type de base de données, si je peux appeler ça comme ça, qui est une blockchain. Bonjour Olga, j'avais une question sur ton conseil concernant les autres secteurs que la pharma, selon toi, devrait aussi regarder de près pour s'inspirer en termes de veille. Voilà, si tu peux nous conseiller d'autres secteurs à regarder de près sur ces sujets-là. Alors, il y a deux secteurs globalement aujourd'hui qui sont les plus avancés, peut-être même trois, dans le Web 3. Si on parle vraiment que du métaverse, là évidemment c'est tout l'environnement du gaming, mais aussi du retail qui est plutôt avancé dans ces sujets-là. Si on parle du Web 3 de manière beaucoup plus large, aujourd'hui il y a des alternatives du Web 2 qui se créent dans le Web 3. Par exemple, au lieu d'avoir Airbnb Web 2, vous avez Airbnb version Web 3. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'Airbnb, vous avez juste une gestion pair à pair des appartements, par exemple, où vous vous présentez devant la porte. Il y a un smart contract qui connaît votre identité et qui sait pendant combien de temps vous devez être là, qui vous donne accès à l'appartement, vous entrez, vous êtes là pendant le temps nécessaire, vous repartez, le smart contract vous facture automatiquement. C'est un Airbnb, mais sans Airbnb. Pareil pour Uber, pareil pour toutes ces sociétés de l'économie circulaire. En fait, tout ça, c'est créé version Web 3. Donc c'est assez intéressant de voir comment on désubérise Uber. Merci beaucoup. Je peut-être parle comme un vieux, je ne sais pas, mais j'ai du mal à visualiser réellement le Web 3. Ouais, il y a beaucoup de gens qui s'excitent, c'est ça, mais personnellement, j'ai du mal à... Comment simplifier pour que nous, peut-être, en plus de compréhension de ce qui s'y va passer, parce que c'est une excitation qui arrive, la NFT, c'est une excitation, mais ok, c'est notre monde. Mais je suis complètement d'accord avec vous, en fait. C'est difficile pour moi aussi de faire la part des choses entre ce qui est de l'excitation, mais en fait, c'est vague et excitant. Il avait raison, le monsieur. Je pense qu'aujourd'hui, le Web 3, c'est encore un concept aujourd'hui. C'est pas quelque chose de palpable, c'est pas encore démocratisé, c'est pas encore... là, si vous dites je vais en ligne et où est-ce que je vais trouver le Web 3, vous n'allez pas vraiment le trouver. En fait, aujourd'hui, on voit le Web 3 comme des idées convergentes. C'est cette idée de se dire qu'on a un web qui est plus décentralisé, plus démocratique, mais ça reste vraiment très conceptuel aujourd'hui. Si vous me dites, c'est quoi la version Web 3 de Google ou de LinkedIn, il y en a, mais c'est vrai que ce n'est pas encore répandu. Donc c'est un peu difficile aussi de dire concrètement qu'est-ce que c'est et comment ça se matérialise, parce que c'est juste des idées convergentes autour de ce que serait l'idéal en fait, d'un web à l'avenir. Mais c'est pas qu'un prétexte. Un prétexte? Un prétexte pour faire, il y a une nouvelle chose qui va arriver et parce que les gens s'inquiètent de la confidentialité, les données data à eux, qui
des gens qui ont inventé un nouveau concept pour en fait créer, stimuler de nouvelles choses. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, je ne pense pas que ce soit, même si ça reste un concept, je ne pense pas que ce soit complètement du buzzword, parce que finalement, ce concept, il vient regrouper des choses qui sont très concrètes, des technologies qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, qui sont appliquées et qui, pour le coup, ont dépassé le stade de buzzword. Alors, je prends l'exemple de la blockchain, certains me diront peut-être que c'est encore un buzzword, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe depuis 6 ans maintenant dans la santé, qu'on commence à utiliser. La réalité virtuelle aussi. Les NFT, certes, il y a beaucoup de hype autour de tout ça, mais il y a aussi sous-jacent des choses concrètes. Les cryptos aussi, ça commence vraiment à se stabiliser. Il y a toute cette couche un peu on va dire la partie émergée de l'iceberg, qui est celle qu'on voit dans les médias avec beaucoup de fluctuations, beaucoup de hype, mais de manière sous-jacente, on est aussi quand même dans une phase de stabilisation de ces technologies. Si on prend la blockchain et les cryptos surtout, les NFT, le métavers, c'est encore plus récent, donc on n'y est peut-être pas encore. Mais sur la blockchain et les cryptos, il y a quand même, on a eu cette phase de hype, et puis maintenant, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus consolidé. Et le Web3 vient juste, c'est plutôt que de vous dire, je vais vous parler de blockchain, NFT, crypto, métavers, IA, machin, je veux dire, je vais vous parler de Web3 parce que ça regroupe un peu ces concepts-là.